Vous êtes bien sur Radio Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Très heureux de vous accueillir dans ce 21h minuit, nouvelle génération Radio Kids Live, le premier grand rendez-vous d'animation de la night. Bip bip, olé. Nous poursuivons notre programme du 21h minuit avec cette fois-ci l'arrivée du 21h30 Géo, musical 5h30 plus tard. Cette fois-ci, notre rendez-vous géographique pour vous emmener à la découverte de l'Europe et de l'Union européenne. C'est parti, soyez les bienvenus et émerveillés. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 21h30 Géo, le premier grand rendez-vous géographique dans le 21h minuit d'Ado Kids TV, Ado Kids Night, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, relais, très heureux de vous accueillir. Nous entamons notre aventure qui va se poursuivre. Nous allons nous diriger en direction de l'Irlande. Vous allez découvrir dans un instant l'Irlande, mais auparavant, on a encore une meilleure destination. Vous allez découvrir l'Écosse. Qu'est-ce que vaut l'Écosse? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite en contemplant l'histoire de l'Écosse. Et nous, on se retrouve à la fin, forcément, pour conclure. Bonne vision. L'Angleterre et l'Écosse ne sont unies que depuis 300 ans. Avant 1707, année de l'acte d'union entre les royaumes d'Écosse et d'Angleterre, l'Écosse est un État indépendant et souverain. Pour comprendre les origines et la naissance de cet État, il faut remonter à la période romaine. À la fin du IIIe siècle de notre ère, la Grande-Bretagne est divisée en deux parties. Le sud de l'île est occupé depuis le 1er siècle par les Romains, qui y ont établi la province de Britannia. Dans cette région vivent les Bretons, des populations celtes romanisées à la suite de la conquête de la Grande-Bretagne. Au nord, les Romains ont construit les murs d'Adrien et d'Antonin pour protéger leur province des Pictes. Tout comme les Bretons, les Pictes sont celtes, mais ils ne sont pas romanisés, Rome n'ayant jamais su imposer sa présence durablement dans la partie septentrionale de l'île. La conquête romaine de la Grande-Bretagne contribue à faire l'Écosse en l'excluant. Entre les deux murs se trouve une zone tampon où résident des tribus celtes comme les Damnomii ou les Votalini. Ces populations, ayant été influencées par le mode de vie des Romains, sont considérées comme des Bretons. Au IVe siècle et Ve siècle, l'Empire romain s'affaiblit, suite notamment aux invasions des Huns, des Goths et des Vandales. La province de Britannia, située à la périphérie de l'Empire, est affectée par ces invasions. Au nord, les Pictes profitent de la faiblesse de l'Empire et multiplient leurs raids contre la province de Britannia. À l'ouest, des populations venues d'Irlande, les Scots, s'installent sur la presqu'île de Kintyre. Les Scots sont des Celtes, comme les Pictes, mais ils parlent d'une langue différente, le gaélique. En 407, Constantin III, un général romain autoproclamé empereur, quitte la Bretagne avec toutes ses légions pour défendre la Gaule menacée et asseoir son pouvoir sur le continent. La Bretagne, dégarnie de troupes, se retrouve sans protection. Après le départ des légions romaines, les Bretons sont obligés d'organiser leur défense et constituent une série de royaumes indépendants dans l'ancienne province de Britannia. Entre les murs d'Adrien et d'Antonin, deux royaumes émergent, le royaume d'Alclute et le royaume de Godedin. Au milieu du Ve siècle, pour protéger l'île des Scots et des Pictes, les Bretons invitent des peuples germaniques, les Saxons, les Jutes et les Angles, à s'installer sur la côte est de la Grande-Bretagne. Ces peuples germaniques vont très rapidement se retourner contre les Bretons. Au nord, en 498, les Scots fondent le royaume de Dalriada, sur la côte ouest de l'Écosse. Sous la protection de ce royaume, le moine Columba fonde un monastère à Iona en 563. C'est sous son influence que les Pictes sont christianisés au VIe siècle. À partir du VIe siècle, les populations du sud de l'actuelle Écosse doivent lutter contre les Angles. Ces derniers vont conquérir le royaume de Godedin et établir le royaume de Bernicia, qui deviendra au 7e siècle le royaume de Northumbria. Au 7e siècle, l'Écosse n'est donc pas ethniquement homogène. On trouve 4 groupes ethniques différents. Au nord-est, les Pictes, divisés en plusieurs royaumes. Au nord-ouest, les Scots et le royaume de Dalriada.
Au sud-ouest les Bretons et le royaume de Strathclyde, au sud-est les Angles et le royaume de Northumbria. Si ces populations sont souvent en guerre, elles commercent, signent des alliances et entretiennent des relations diplomatiques. Au 8e siècle, les populations vivant dans l'actuelle Écosse doivent faire face à une nouvelle menace extérieure, les Vikings. Vers 750, les Vikings quittent la Norvège et colonisent les îles Shetland. Ils s'installent ensuite dans les îles Orcades et créent des colonies de peuplement dans le nord de l'Écosse et dans les îles Hébrides. En 795, le monastère d'Iona est pillé. Vers 843, alors que les Vikings mènent plusieurs raids dans le nord de la Grande-Bretagne, Kenneth MacAlpine, roi des Scots, unit les Scots et les Pictes. Cette union est vue par de nombreux historiens comme l'acte de naissance de l'Écosse. Kenneth transfère les reliques de Saint Columba à Dunkeld, faisant de cette ville la nouvelle capitale religieuse du royaume. Pourtant, Kenneth MacAlpine ne portera jamais le titre de roi d'Écosse. C'est Donald II qui, à la fin du IXe siècle, sera le premier monarque à porter le titre de roi d'Alba, signifiant Écosse en gaélique. Cette fusion des royaumes pictes et scots va se faire au détriment de la culture picte. Le gaélique, la langue des Scots, va devenir la langue de la cour royale et la culture picte va disparaître en quelques générations. Ce nouveau royaume va rapidement s'imposer dans la partie septentrionale de l'île. À partir du Xe siècle, le pouvoir des rois d'Écosse s'étend sur les autres royaumes du nord de la Grande-Bretagne. Entre 973 et 1018, l'Écosse annexe le Lothian. Le royaume de Strathclyde, affaibli par les incursions des Vikings, devient un état vassal et est annexé en 1018. En 1092, l'Écosse perd des terres au profit de l'Angleterre, mais s'étend vers le nord. Et entre 1078 et 1130, après une longue lutte, acquiert le royaume de Moray. En 1160, le Galloway est annexé. Enfin, entre 1120 et 1266, l'Écosse prend possession des îles Hébrides. L'Écosse parvient, entre le IXe et le XIIe siècle, à imposer son hégémonie sur la partie septentrionale de la Grande-Bretagne. Pourtant, dans le sud de l'île, un État va menacer son indépendance. En effet, certains monarques anglais souhaitent étendre la souveraineté de leur royaume à la totalité de l'île. Durant les siècles qui suivent, la Grande-Bretagne sera le théâtre de conflits sanglants entre ces deux royaumes. Bienvenue sur Spoil d'Histoire, la chaîne qui vous spoil l'histoire. Aujourd'hui, la première guerre d'indépendance écossaise. En 1290, le décès de la très jeune reine Marguerite engendra une crise de succession. Pour surmonter cette crise, l'Écosse fit appel au roi d'Angleterre, Édouard, pour qu'il aide à départager les principaux prétendants et maintienne la paix. Mais Édouard profita de la situation pour imposer sa domination à l'Écosse. Au terme de cette crise, la grande cause, Jean Bailleul fut fait roi, mais roi d'un royaume qui fut contraint de renoncer à son indépendance. Enfin, les Écossais n'ont pas complètement renoncé à leur indépendance. Ils comptent bien un jour se libérer de la domination anglaise, mais pour cela, il leur faudra attendre le bon moment. En 1294, une occasion se présente. Une guerre éclate entre les royaumes d'Angleterre et de France. Édouard en appelle alors à ses vassaux, parmi les vassaux en question, le roi Jean Ier d'Écosse. Celui-ci choisit en accord avec son parlement d'ignorer les ordres de son suzerain. Il préfère se rapprocher du roi de France, Philippe le Bel, avec qui en 1295, il conclut une alliance, l'Old Alliance. Et enfin, l'année suivante, les forces écossaises franchissent la frontière anglaise. C'est le début de la première guerre d'indépendance écossaise. Mais Édouard, qui avait eu vent du rapprochement France-Écosse, renforça sa frontière nord et envoya rapidement une armée en Écosse. Le 30 mars, Berwick est mis à sac. Et le 27 avril, Écossais et Anglais se rencontrent à Dunbar. Les troupes écossaises y sont mises en déroute. Le lendemain, Édouard se présente en personne devant le château de Dunbar et en obtient la reddition. Rapidement, il se fait maître d'une bonne partie de l'Écosse. Au mois de juillet, Jean, résigné, reconnaît sa défaite. Il abandonne l'alliance avec la France et se constitue prisonnier. Édouard le fait dépouiller de ses insignes royaux, l'oblige à abdiquer
et l'envoie en captivité en Angleterre. L'Écosse se voit ainsi privée de son roi, et est maintenant considérée non plus comme un État vassal, mais telle une province anglaise. Mais la guerre pour l'indépendance n'en est pas pour autant terminée. En mai 1297, une garnison anglaise stationnée à Lanark est prise d'assaut et massacrée. L'auteur de cette attaque, un certain William Wallace. Selon la légende, ce Wallace aurait attaqué Lanark pour se venger du shérif qui aurait été responsable de la mort de sa bien-aimée. Mais en réalité, on sait peu de choses sur Wallace avant son action à Lanark. Moment où il entre dans l'histoire en donnant un second souffle à la guerre d'indépendance. Au départ à la tête d'une trentaine d'hommes, il se constitue peu à peu une armée, quelques nobles écossais se joignant à lui pour libérer leur royaume. En septembre 1297, il défait une armée supérieure en nombre, lors de la bataille du pont Stirling, et gagne davantage de soutien. En seulement quelques mois, la quasi-totalité de l'Écosse est libérée. Wallace et les nobles qui l'ont rejoint peuvent se permettre de mener campagne dans le nord de l'Angleterre. Et Wallace est élu gardien d'Écosse. Il se voit ainsi confier l'administration du royaume en l'absence de Jean Bailleul, à qui il compte bien rendre sa couronne. Côté anglais, Édouard n'en peut plus de ses rebelles d'Écossais. Sa guerre pour la Guyenne tourne en sa défaveur, et en grande partie à cause de l'Écosse. Après tout, ça l'empêche de concentrer toutes ses forces en France. C'est pourquoi il décide de conclure une trêve avec Philippe le Bel, de façon à pouvoir s'occuper personnellement du problème écossais. En juillet 1298, Berwick et Roxburgh sont reprises, et Édouard rencontre Wallace à Falkirk. Les forces écossaises y sont écrasées. Wallace parvient cependant à s'échapper, mais cette défaite a de lourdes conséquences sur le moral écossais. Dans les mois qui suivent, Wallace renonce à ses fonctions de gardien d'Écosse, après quoi il semble qu'il se rende en France, où il serait resté quelques années. De retour en Écosse vers 1303-1304, il reprend les armes, mais sans grand succès. Édouard a repris le dessus. La majorité de la noblesse a ployé le genou devant lui. En août 1305, les Anglais mettent enfin la main sur Wallace, qui est alors envoyé à Londres pour y être jugé pour haute trahison. Sans surprise, il est reconnu coupable et condamné à mort. Il sera traîné par des chevaux sur plusieurs kilomètres, pendu, mais pas jusqu'à ce que mort s'en suive. Il est maintenu en vie pour être émasculé et éviscéré vivant. Et enfin, mis à mort par décapitation. Mais Édouard n'en a pas encore fini avec le cadavre du rebelle écossais. Il est démembré, et plusieurs morceaux sont envoyés en Écosse, pour rappeler à tous le sort qu'il réserve à ses ennemis. Mais cela n'a pas l'effet escompté. En Écosse, Wallace est un héros, un martyr qui a donné sa vie au nom d'une noble cause. La mort de William Wallace ne fait ainsi qu'exacerber le désir d'indépendance des Écossais et leur haine des Anglais. La guerre pour l'indépendance est loin d'être terminée. En février 1306, deux des plus puissants seigneurs écossais, Robert VII de Bruce et John Comyn, se rencontrent à Dumfries dans une église. Robert est le petit-fils de Robert V de Bruce, qui fut candidat au trône lors de la Grande Cause. Mais la couronne passa sous le nez des de Bruce lorsque Jean Bailleul fut fait roi. Probable que Robert souhaitait rencontrer John pour obtenir son soutien en vue de relancer les hostilités contre les Anglais et se faire reconnaître roi surtout. Mais John, qui était le neveu de l'ex-roi Jean Ier, était un fervent partisan de la restauration de ce dernier. Il existe plusieurs théories concernant ce qui s'est passé à Dumfries en 1306. La première, les deux hommes ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. La discussion dégénère et Robert finit par poignarder John. Autre possibilité. John aurait tendu un piège à Robert qui se serait rendu compte de la supercherie et aurait alors tué John en état de légitime défense. Ou encore, Robert aurait tout simplement prémédité l'élimination de John, qui était après tout l'un des principaux obstacles à ses ambitions royales. Quoi qu'il en soit, John Comyn ne survit pas à cette rencontre, et à peine un mois plus tard, Robert est couronné roi par ses partisans. Pour les autorités anglaises, Robert n'est qu'un simple hors-la-loi, suite à l'assassinat de John, mais aussi un traître pour s'être fait couronner roi. La rébellion de Robert commence mal. En juin, il est défait lors de la bataille de Medven.
Il est contraint de battre en retraite vers les Highlands. Mais alors que ses hommes se remettent à peine de leurs blessures, ils sont attaqués par le clan MacDougall. Le clan MacDougall est un clan qui a connu une rapide ascension pendant le règne de Jean Ier. Les MacDougall, les Comyn et les Balliol étant les principaux opposants écossais au règne de Robert de Bruce. Robert, déjà affaibli, subit donc une nouvelle défaite. Il est obligé de reprendre la fuite et de se cacher pendant plusieurs mois. En 1307, il reprend les hostilités et parvient à s'imposer à Glentroll et Loudon Hill. Édouard, constatant les progrès du rebelle écossais, décide une nouvelle fois de se rendre en personne en Écosse. Mais âgé de 68 ans et affaibli par la dysenterie, il décède le 7 juillet 1307. Édouard II, son fils, lui succède. Mais le nouveau roi va à l'encontre des souhaits de son père. Il décide de ne pas s'occuper personnellement du problème et rentre en Angleterre. Entre 1307 et 1310, Robert écrase ses opposants écossais les uns après les autres. Et il obtient également le soutien du clergé écossais qui reconnaît son statut royal. Constatant qu'il est sur le point de perdre l'Écosse, Édouard II se décide enfin à agir. Mais trop tard. En 1314, Robert Ier d'Écosse s'empare de Roxburgh et sort victorieux de la bataille de Bannockburn. Bannockburn marque un tournant dans le conflit. Les Écossais ont repris le contrôle de la quasi-totalité du royaume, seuls restent quelques bastions encore aux mains des Anglais. Tel Berwick, qui est libéré en 1318, ce qui vient parachever la reconquête. Mais la guerre pour l'indépendance n'est pas gagnée pour autant. Il faut à présent forcer les Anglais à renoncer à leur suzeraineté sur l'Écosse et les obliger à en reconnaître officiellement l'indépendance. C'est pour cela que les Écossais feront à plusieurs reprises incursion dans le nord de l'Angleterre, et ce pendant plusieurs années. Pendant ce temps-là, le destin semble s'acharner sur le pauvre Édouard II. En plus de devoir faire face aux Écossais, il est également confronté au mécontentement de ses propres seigneurs. En 1326, son épouse, la reine Isabelle, se rebelle aux côtés de Roger Mortimer. Impopulaire, Édouard II n'a que peu de soutien, et finit par être fait prisonnier. Isabelle et Roger, son amant, s'emparent alors du pouvoir. En 1327, Édouard est contraint d'abdiquer en faveur de son fils aîné. Le jeune Édouard III accède ainsi au trône. Et c'est sous son règne qu'est signé le traité de paix d'Édimbourg-Northampton, par lequel l'Angleterre reconnaît l'indépendance de l'Écosse. Mettant ainsi fin à la première guerre d'indépendance écossaise. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Dans un instant, vous allez retrouver un autre rendez-vous, le 22h événementiel, qui vous propose de partir à la conquête des parquets de tatami à Paris, au Palais Omnisport Pierre de Coubertin, pour une session karaté. Je vous souhaite une excellente soirée, une douce nuit sur notre antenne. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Même lieu, même heure. Merci, salut. Les petits pouces, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Fin de ce programme, merci à vous. C'est vraiment du fond du cœur. Dans un instant, votre rendez-vous du 22h événementiel qui vous emmène sur les parquets de terrain sportifs pour une soirée handballissime ce soir. Tout est à retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, ainsi que sur la chaîne YouTube AdoKids TV. Commentez, partagez et surtout abonnez-vous.
Félicitations à nos 76 abonnés. On en passe bien fort. On n'est plus qu'à 24 avant l'arrivée de cette 100e abonné. Donc on n'est pas loin. Là, on ne peut pas espoir ici. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec quelques instants pour le 22h événementiel et pour les autres. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon réveil.